l'hyperinflation des années 20, avec ces images bien connues de brouettes de billets portées par les enfants, où on allume le feu avec des liesses de billets parce que le bois est beaucoup plus précieux que le marc de l'époque. Finalement, il faut revenir effectivement à 1914. 1914, en fait, on sort de l'étalon or. C'est-à-dire on sort de ce qui gage, de ce qui garantit véritablement la monnaie. On en est véritablement sorti en 1971, en août 71, quand Nixon finit par dire la convertibilité du dollar en or, c'est terminé. Donc jusqu'en 1971, on a gardé un lien ténu avec l'or. Mais en 1914, on commence déjà à faire du franc-papier, on commence déjà à faire du marque-papier. En août 1914, la planche à billets en France tourne à plein régime pour payer les officiers. Absolument. C'est l'effort de guerre. C'est l'effort de guerre. Mais donc, disons qu'on l'a financé, c'est parce qu'on a anticipé cet effort de guerre qu'on s'est, dès 1914, détaché du dollar, mais non détaché de l'or. Ce qui est une vraie révolution. Évidemment, ce qui est une vraie révolution pour l'époque. Et l'Allemagne, elle, qui anticipe évidemment elle-même son propre effort de guerre, eh bien, elle, pour le coup, elle a recours à un emprunt massif. Elle explique aux Allemands, dès 1914, qu'elle va émettre une dette extrêmement massive, et elle demande aux Allemands d'acheter des titres de dette allemands, d'acheter les fameuses obligations, des emprunts pas russes, même si c'est la même époque, mais en tout cas des emprunts allemands. Et ça, c'est un point très important, parce qu'au fur et à mesure que la guerre va mal tourner pour les Allemands, les pénuries vont commencer à faire apparaître. La situation va devenir catastrophique entre 1914 et 1918, évidemment, en Allemagne. Et les Allemands, la population allemande, va commencer à comprendre que l'endettement massif qui s'est fait sur son dos, eh bien, elle ne verra jamais le retour. Elle l'a vu assez vite, d'ailleurs. Finalement, ce recours massif à l'emprunt plutôt qu'à l'impôt, alors c'est séduisant. Bien sûr. Alors il y a eu le retour de bâton en 1934. Il a fallu du coup réformer la fiscalité pour à un moment rétablir, avec des mécanismes et des allers-retours un peu complexes sur lesquels on reviendra, plein de méandres, qui ont mobilisé, d'ailleurs pas du tout que l'Allemagne, qui ont mobilisé aussi les États-Unis, les financiers américains. Eh bien il a fallu effectivement qu'il y ait ce tour de vis fiscal. Mais d'ailleurs, ce tour de vis fiscal, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas parlé des États-Unis, qui ont tardivement dans la Première Guerre mondiale. Mais à partir de 1916-1917, il y a aussi, je crois que les taux marginaux d'imposition aux États-Unis atteignent 90%, par exemple. Donc, chaque pays réagit à sa façon. Planche à billets dès août 14 pour la France, et, de façon très claire, un emprunt massif du côté des Allemands, avec donc, je le répète, ça c'est un point extrêmement important pour comprendre la suite, une population allemande qui, au fur et à mesure que le PIB de l'Allemagne va décroître, que la production va s'effondrer, eh bien, va tout à fait s'apercevoir que jamais la monnaie dette qui a été si massivement émise entre 1914 et 1918 ne leur sera remboursée. Il faut bien comprendre que la dette de l'Allemagne est multipliée par 30 entre 1914 et 1918. Donc là, on est évidemment sur, je dirais, les graines de la future inflation, puis hyperinflation à partir du milieu de l'année 20, sont évidemment semées dès cette époque. Oui, avec l'Allemagne qui, au départ, alors que finalement on entre en guerre, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on a des emprunts qui sont plafonnés au départ, de 5 milliards de marks pour financer la guerre, et on a un mécanisme qu'on connaît bien, qui on peut le relever si nécessaire, ce plafond. Et c'est intéressant parce que la banque centrale, qui à l'époque faisait office de banque centrale, la Reichsbank, a finalement accordé des prêts à court terme pour financer les dépenses de guerre immédiates et les prêts à long terme. Et finalement, c'est le début de la fin, quelque part. Oui, avec ceci d'important, je reviens toujours à l'or, parce que je crois que d'avoir quitté cet étalon or, auquel d'ailleurs l'Angleterre reviendra dès 1925, voyant que les choses tournent mal dès qu'on n'a plus cet étalon, ce repère, eh bien, les réserves d'or, évidemment, vont peu à peu s'effondrer au cours de la guerre. Et finalement, on estime que au milieu ou à la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, il n'y a plus que 10% de réserves d'or qui couvrent la dette allemande. Voilà. Donc, on est vraiment dans une situation ici
où l'emprunt massif a spolié au cours de la Première Guerre mondiale la population allemande, que ça soit effectivement à court terme, à long terme ou autre. Et la population allemande va en prendre conscience parce que la fuite devant la monnaie, l'hyperinflation, qu'est-ce que c'est? C'est une fuite devant la monnaie. C'est on comprend que finalement, le bout de papier, puisqu'il ne s'agit plus que de ça à partir du moment... Ne vaut que par la confiance qu'on lui accorde. Alors, on n'est pas tout à fait dans Bretton Woods. Quand je dis qu'on quitte l'étalon or en 1914, il y a un système intermédiaire qui n'a pas réellement fonctionné longtemps, qui est la conférence de Gênes 1922, où on fait un étalon de change-or. C'est-à-dire qu'on se met à dire que des monnaies, des devises comme la livre sterling et le dollar à l'époque peuvent servir de réserve. Elles restent convertibles en or et elles peuvent servir de réserve. Donc on est sur un système intermédiaire, mais qui est le début finalement de cette création monétaire débridée à partir du moment où on n'a plus, je dirais, d'ancrage dans le réel avec ce que permettait cet étalon or. Et bien effectivement, oui, c'est ça, c'est qu'en fait on a à la fin de la fin, cette déconnexion avec l'étalon or a fait perdre toute valeur à l'argent. Tout à fait. En fait, parce qu'il n'y avait plus d'équivalence. Bien sûr. Et qu'au fond, l'argent ne valait que la confiance qu'on lui accordait. Et progressivement, à la faveur de la dette dont les Allemands prennent conscience qu'elle ne sera jamais remboursée ou jamais remboursable, bah, l'argent ne vaut plus rien. Tout à fait. Finalement. Et l'Allemagne n'est pas du tout isolée dans ce contexte-là. Donc l'Allemagne, oui, c'est là où je voulais en venir, effectivement, sur le plan international. Du Bien coup, sûr. Où est-ce qu'on en est? Parce que, par exemple, c'est intéressant, vous parlez des États-Unis. Quel est le choix financier fait par les États-Unis? Le choix financier fait par les États-Unis, bah, c'est simple, c'est de dévaluer le dollar. Oui, c'est ça, il y a une dévaluation du dollar. Qui a été tout simplement accélérée un petit peu plus tard, hein, crise de 29 évidemment, la solution pour laquelle elle opte. 1925, j'ai dit que la Grande-Bretagne revenait à l'étalon or, voyant que avant, enfin la période intermédiaire, elle a dû surévaluer et puis dévaluer. Donc voyant tous ces allers-retours sur la monnaie qu'elle a dû faire, elle retourne à l'étalon or. Alors elle avait beau jeu de le faire, vu qu'elle était une des deux monnaies avec la livre sterling, une des deux monnaies de réserve. Et puis la France, n'oublions pas la France. Là, c'est plus la période deuxième moitié des années 20, 1926-1928. On a la stabilisation Poincaré. Donc on a ce nouveau franc Poincaré, mais qui ne vaut plus qu'un cinquième, je crois, du franc germinal qui précédait. Donc là, on a un effondrement de 80% de la valeur de la monnaie dans la deuxième partie des années 20 pour la France. Donc on voit que tous les pays sont logés à la même enseigne, tout simplement parce que ça soit par emprunt massif pour l'Allemagne, ou que ça soit par chartalisme, pour utiliser un mot savant, c'est-à-dire planche à billets pour les Français des août 14, eh bien on arrive au même résultat. Je crois que c'est Voltaire qui disait que la monnaie finit toujours par atteindre la seule valeur qu'elle est, c'est-à-dire zéro. Et donc voilà, on retrouve exactement ça. À partir de quand l'hyperinflation véritablement comment on va prendre naissance? Comment va naître cette hyperinflation en Allemagne et surtout à partir de quand finalement? Parce qu'elle est arrivée assez vite finalement. Oui. On date, alors les dates officielles académiques, c'est 1921-1925. En réalité, oui, c'est un peu plus tôt quand même. En réalité, dès le milieu de 1920, c'est ça, 1920. l'hyperinflation commence. En fait, juste au sortir de la guerre. Exactement. Et en fait, parce qu'on a peut-être oublié, en tout cas c'est le moment de corriger c'est pas réellement un oubli, il faut parler du traité de Versailles. Oui, parce que dans le traité de Versailles, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on connaît bien le traité de Versailles, l'humiliation allemande qui a ensuite généré Hitler, puis la Seconde Guerre mondiale, mais il y a tous les articles... C'est pas si simple d'ailleurs. C'est pas si simple d'ailleurs, en effet, mais vous avez notamment tout un tas de considérations économiques dans cette période, l'article 200 et quelque chose, 260 et quelque chose, vous avez quasiment une espèce de traité, dans le traité, avec des règles sur la concurrence, des règles sur la fiscalité, des règles sur les droits de douane, qui paraissent aujourd'hui un peu obsolètes, mais qui finalement vont être déterminants sur la situation économique de l'Allemagne. Je dirais il y a trois grands sujets qui ont joué ensuite sur l'accession au pouvoir d'Hitler. Je dirais qu'il y a évidemment l'interdiction, en tout cas la forte restriction sur le réarmement, on en reparlera. Oui, c'est d'accord, oui, absolument. L'Allemagne va arriver de façon extrêmement subtile à contourner financièrement et économiquement cette difficulté. Deuxièmement, on a la restriction, on pourrait dire également, de l'empire colonial. Et puis, le troisième sujet, c'est évidemment le sujet des réparations de guerre. Les réparations de guerre, c'est 132 milliards de marks or qui sont demandés à l'Allemagne, essentiellement en direction de la Grande-Bretagne et de la France
était censé bénéficier à hauteur de 52% de ces réparations. Alors 132 milliards de mark or, à part que c'est en milliards, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est. Donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu à des points de comparaison. C'est 44 années du PIB de l'Allemagne de l'époque. Voilà. Donc certes, il s'est bien effondré après la guerre, mais ça donne quand même une petite idée, 44 années. C'est à peu près 1000 milliards d'euros d'aujourd'hui. Donc c'est quand même un gros tiers du PIB